Bon, sujet très costaud, quand faut-il vendre une action? Voilà, vous avez acheté une entreprise avec un peu de 16, c'est négocié avec un peu de 40, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre plus-value, vous payez des taxes, vous le réallouez sur une autre entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire? Pareil, vous avez une action qui s'effondre, vous vendez, vous renforcez. Bon, on va mettre des critères là-dessus pour qu'on soit pour qu'on puisse raisonner de manière vraiment rationnelle. Faut être clair, les conneries finalement qu'on va faire, c'est pas en achetant une action, parce que la plupart du temps, on va faire le taf avant, donc on va pouvoir sélectionner des bonnes actions. Non, la connerie qu'on va faire, c'est au moment de la revente. C'est là où on va se planter et c'est là où la plupart des erreurs finalement sont commises. Notamment, là, je vous ai mis par exemple Thierry Smith. Thierry Smith qui nous a dit en juin donc 2023, il nous a dit partez en courant, vendez toutes vos actions Amazon, c'est terrible, c'est une entreprise de merde. Et Thierry Smith avait, je crois, 1 milliard, si je dis pas de conneries, dans Amazon. Et c'est un très très grand, c'est un très grand investisseur. Et donc finalement, voilà, Thierry Smith, il nous a vendu ses actions Amazon ici, ça a pris 50% depuis. Et Bill Ackman, exactement la même chose. Bill Ackman, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur PayPal il y a 3 jours, il a vendu Netflix à moins finalement sur le plus bas. Et en fait, il a pris une perte, donc il a pris une perte de 50%. Et quand on regarde rétrospectivement dans le temps, eh bien par exemple, Amazon, c'est ça aurait été, si Thierry Smith n'avait pas vendu, l'une de ses meilleures positions puisqu'il l'a acheté dans le point bas. Même chose pour Netflix. Netflix, Bill Ackman, ça aurait été l'une de ses meilleures entreprises s'il ne l'avait pas vendu. Donc on voit bien que vraiment, les erreurs sont faites sur la revente. Alors pour répondre à toutes ces questions, je vous propose qu'on se base sur les travaux qui ont été faits par Phil Fisher. Donc c'est vraiment le premier mec, enfin l'un des premiers, oui si c'est le premier mec à avoir compris finalement l'importance et avoir fait le lien entre les intérêts composés qu'on pouvait finalement appliquer totalement au marché boursier. Puisque avant Phil Fisher, c'était vraiment Graham, c'était la méthode Graham. Phil Fisher, c'est les années 60 ans. Et donc, méthode Graham, rappelez-vous, c'est tout simplement quelqu'un qui a finalement acheté une entreprise très, très, très décotée, attendre que sa valeur touche, attendre que son prix en bourse finalement revienne sur sa valeur intrinsèque. Et il va prendre ses bénéfices, voilà, il va prendre un bénéfice de 50%, 60, 70%. Et Phil Fisher, il a dit non, ça sert à rien, puisque si il y a les intérêts, enfin, avec les intérêts composés, à long terme, eh bien, finalement, les profits qu'on va faire en achetant des entreprises aujourd'hui avec justement les critères dont je vous ai parlé dans la vidéo d'hier, c'est-à-dire un ROE supérieur à 15% et une croissance du bénéfice également supérieure à 15%, eh bien, finalement, le compounding qu'on va faire, les intérêts composés qu'on va faire sur ce genre d'entreprise à très long terme va surpasser 1000 fois finalement une simple plus-value comme ça de 50% sur quelques actions. Warren Buffett, finalement, c'est grâce à Phil Fisher que Warren Buffett a arrêté, comme il le dit, les cigar butts, hein, c'est-à-dire justement choper ce genre d'entreprise complètement décotée. Et depuis, finalement, voilà, c'est Warren Buffett, maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il achète une entreprise et il la garde en portefeuille jusqu'à finalement très très longtemps. Alors que dans les années 70-80, le turnover du portefeuille de Warren Buffett était de 1 à 2 ans. C'est-à-dire que chaque année, quasiment, il revendait ses entreprises. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Écoutez, c'est parti. Donc, premièrement, si vous devez vendre vos actions pour acheter un bien immobilier ou voilà, pour financer finalement, pour aider un de vos enfants, ça ne rentre pas du tout dans le sujet de la vidéo. Là, vraiment, ça va être, ok, vous avez un montant investi en bourse, comment vous pouvez maximiser, comment vous allez réussir à maximiser chaque dollar de ce montant de manière intelligente. Donc on va s'attaquer directement. Alors Phil Fisher a identifié finalement 3 raisons de vendre des actions. La première, elle est évidente à tout le monde, c'est vraiment quand il y a une erreur qui a été faite par rapport à la thèse de départ. Dans ce cas-là, ça va vraiment dépendre de l'habilité finalement à être honnête avec nous-mêmes. C'est-à-dire, ok, on s'est planté, est-ce que vous allez mettre 6 mois à le réaliser ou est-ce que vous allez directement prendre les mesures finalement pour réduire votre perte. Il vous dit qu'évidemment, si tout se passe bien, enfin normalement, finalement les gains de vos actions compensera largement ce genre d'erreur, et ça va vraiment se trouver comme il l'écrit plein de fois, ça va être dans l'ego. Si vous avez si vous avez de l'ego, vous êtes mort, ça va pas bien se passer du tout. Et pareil, alors ça j'adore. Il dit si nous avons fait une erreur en achetant une action, mais que nous pouvons la vendre avec un petit bénéfice ou un gros bénéfice, nous avons en quelque sorte perdu tout sentiment d'avoir été stupide. C'est-à-dire que ça, voilà, en fait, vous faites une connerie, vous savez que vous avez fait une connerie, mais l'action a explosé de 50% et vous dites non, mais en fait, c'est pas possible, je vais quand même pas vendre. Enfin, en fait, vous réussissez à vous convaincre que non, en fait, c'est pas une connerie puisque vous avez une plus-value sur cette entreprise. Si c'est une connerie et vous devez absolument vendre cette action.
Il dit bien, et à l'inverse, il dit bien que le plus d'argent a probablement été perdu par des investisseurs détenant une action qui ne voulaient pas vraiment, jusqu'à ce qu'ils puissent avoir, enfin, et la traduction c'est au moins s'en sortir, mais le fameux break-even point, hein. C'est le fameux non, mais là je suis à moins 2%, je vais attendre d'être flat pour sortir. Non, non, ça on s'en fout. En fait, il faut pas raisonner comme ça, il faut vraiment raisonner en termes de thèse de départ. Vous avez acheté votre entreprise au départ pour des raisons spécifiques. Si une de ces raisons ne coche plus la case, sortez de votre entreprise, de votre action. Ok, donc là finalement, il nous parle de coûts d'opportunité. Si on ajoute à ces pertes réelles les profits qui auraient pu être réalisés grâce au réinvestissement approprié de ces fonds, si ce réinvestissement avait été fait lorsque l'erreur a été commise, donc au départ, pour la première fois, donc ça, le coût de cette connerie finalement est démultiplié et totalement amplifié, puisque effectivement, comme Charlie Munger, ça il l'explique très très bien avec son coût d'opportunité, c'est-à-dire que si vous êtes sur une entreprise, vous savez qu'il y a une erreur dessus, mais vous maintenez la position, eh bien ce cash aurait pu être totalement redéployé sur une entreprise finalement qui, elle, coche vos critères. Et donc le fait de ne pas sortir parce que vous avez une moins-value de moins 5 ou moins 10%, eh bien finalement, vous n'allez pas allouer ce cash sur une entreprise qui potentiellement aurait pu vous faire une plus-value de beaucoup plus. Pour la deuxième raison dans laquelle vendre une entreprise, je vous ai mis ici ces critères d'achat, puisqu'en fait, voilà, il y a des critères, et si ça ne coche plus la case, il faut sortir de la position. Donc les critères, ils sont là. Alors les plus importants, c'est ceux que j'ai détaillés dans la vidéo précédente, c'est-à-dire croissance importante du chiffre d'affaires pendant plusieurs années. Enfin, il faut que la taille de marché soit suffisamment importante pour pouvoir avoir ce critère. Et deuxièmement, il faut un bon retour sur les capitales investis. Également, très important, l'entreprise doit être transparent, enfin les rapports financiers de l'entreprise doivent être transparents et surtout précis, et je dirais même compréhensibles. C'est-à-dire que là on est des particuliers, c'est-à-dire que tout ce qui va être par exemple Pfizer, n'y allez pas en fait, ça sert à rien. Vous avez un rapport annuel de 300 pages, vous avez 200 pages qui est sur la régulation avec tous les médicaments finalement du gouvernement qui changent tous les 6 mois. Donc en fait vous ne pouvez jamais comprendre, vous ne pourrez jamais être maître de votre propre décision avec ce genre d'entreprise, puisqu'en fait vous serez victime tout le temps d'une nouvelle loi qui va passer, de nouveau, enfin bref, vous pourrez jamais vraiment comprendre. Pareil pour CVS, entreprise qui est très bonne, il y a un gros free cash flow, il y a des gros dividendes, mais le rapport annuel il est incompréhensible. Donc en fait quand vous investissez là-dessus, vous investissez finalement sur une entreprise que dès le départ vous ne pourrez pas totalement comprendre, donc c'est dommage. Alors qu'à l'inverse, par exemple Coca-Cola, où le rapport annuel est ultra simple à comprendre, il vous explique l'embouteillage, il vous explique la rentabilité d'une usine, il vous explique le coût d'une usine, et avec tout ça vous pouvez très facilement avoir une vue d'ensemble et pouvoir déterminer si votre entreprise elle est viable ou pas. Donc je vais continuer. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rester en contact avec les rapports trimestriels ou annuels de votre entreprise pour tout le temps déterminer si vous êtes toujours dans le coup, si vous comprenez toujours le business. Et encore une fois, Pfizer et CVS, c'est pas, je le répète, hein, c'est pas que l'entreprise n'est pas bonne, mais c'est juste qu'en fait le gouvernement il y a trop de facteurs externes qui rentrent en compte et qui peuvent affecter votre entreprise et que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est ça que je veux dire. Donc, alors ici. Donc, parfois, d'accord, il arrive que même après une croissance spectaculaire pendant de nombreuses années, une entreprise atteigne un stade où les perspectives de croissance de ces marchés sont épuisées. Alors ça, c'est le cas par exemple qu'il y a sur Realty, comme c'est le cas qu'il y a sur Apple par exemple. Ok, Apple, ce n'est plus du tout la même entreprise qu'il y a 5 ans. Realty, c'est pareil, ce n'est plus du tout la même entreprise qu'il y a 10 ans. En fait, c'est des entreprises qui se retrouvent avec, il n'y a pas si longtemps que ça, énormément de croissance et qui maintenant ont une taille tellement énorme par rapport à leur part de marché. Est-ce que la croissance va réussir finalement à se maintenir? Ça, je pense pas. Bon, voilà, je me suis mis sur Apple, hein, mais très rapidement, vous voyez exactement ce que je veux dire, hein. C'est-à-dire que je vais mettre le revenu. Voilà, on est passé d'un revenu de 13 milliards en 2005 à un revenu de 383 milliards. Donc juste faire une augmentation de 100%, il faudrait reprendre 400 milliards de chiffre d'affaires. Va falloir en sortir, hein, des Vision Pro et des iPhone, il va falloir aller jusqu'à l'iPhone 30 là, hein. Donc en fait voilà, donc après j'ai aucun doute dans dans la capacité à Apple à toujours sortir de nouveaux produits et à maintenir cette innovation et donc augmenter ses chiffres d'affaires, mais c'est des mathématiques encore une fois, hein. Plus on augmente, plus il va falloir sortir des produits et plus il va falloir s'attaquer à d'autres pays. Et là Apple
Elle vient de s'attaquer il y a 6 mois au marché de l'Inde, hein. Ils ont ouvert leur premier Apple Store là-bas, mais là c'est bon, enfin ils sont à peu près dans tous les pays, hein. Après il y aura peut-être, c'est vrai qu'il y aura peut-être l'Afrique dans 20-30 ans, mais c'est vrai que c'est difficile pour les entreprises comme Apple qui sont devenues tout simplement matures. Donc on va lire attentivement ce que nous conseille de faire Phil Fisher. Donc alors il nous dit qu'effectivement dans ce genre de situation, bah, votre entreprise va croître au même taux que l'économie croîtra. Bon alors des entreprises, ça je suis pas tellement d'accord avec lui puisque le livre a été écrit dans les années 60, hein. Des entreprises comme Apple, même si elles sont matures finalement, on a encore de la marge. C'est-à-dire que à la limite, ça se vérifie justement pour les entreprises comme Coca, pour les entreprises comme, bah, même je pourrais dire peut-être Realty Income par exemple, et encore que, mais des entreprises comme Apple, on aura toujours quand même un potentiel de croissance supérieur à l'économie pendant encore pas mal de temps. Et donc, il nous dit, tout simplement, dans ce cas, la vente pourrait se dérouler à un rythme plus tranquille que si la gestion s'était détériorée. C'est-à-dire que dans la première situation, ok, la gestion détériore, là, il faut vraiment sortir très rapidement, alors que là, finalement, on a le temps. Voilà, là, on a quand même le temps de rester dans l'entreprise jusqu'à ce que finalement le marché nous permette de trouver une meilleure opportunité pour réallouer ses fonds. Donc là, franchement, il ne faut pas se presser. C'est-à-dire que si vous êtes sur Apple, si vous êtes sur Realty Income, etc., ne vous pressez pas. Allez-y tranquillement. Ouais, finalement, vous avez clairement le temps. Voilà, vous avez le temps. Vous pouvez voir venir le truc et vous pouvez finalement comme il le dit, enfin comme je l'ai souligné, il est possible qu'une partie de la participation soit donc conservée jusqu'à ce qu'un investissement plus approprié puisse être trouvé. Quoi qu'il en soit, l'entreprise doit être reconnue comme n'étant plus apte à faire l'objet d'un investissement rentable. Donc pour lui, à partir du moment où cette entreprise voilà, atteint une part de marché maximale, vous mettez la croix dessus et dès que vous pouvez trouver une meilleure entreprise, vous la vendez et vous switchez. Donc ça c'est la première chose. Ok, donc là c'est la troisième raison et ça me concerne, ça vous concerne peut-être, notamment les personnes qui sont sur Meta par exemple en ce moment. Moi je l'ai fait sur Amazon. Enfin attends, je vais vous mettre la troisième raison. La troisième raison comme il le met, alors ça va être uniquement, alors il le précise bien, donc c'est très important, uniquement si vous êtes sûr de vous, si vous savez ce que vous faites et si vous avez un haut degré de compétence, c'est-à-dire que eh bien, vous allez vendre une position pour réallouer ce cash sur une autre position, mais vendre une position qui est correcte. Mais vous pensez que le business d'à côté est encore mieux. Alors donc, évidemment, il ne faut pas tomber dans le piège, hein, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, comme on dit. Et vous voyez sur Amazon par exemple, sur Amazon, moi j'ai vendu ici ma position sur les 130 ou 135 et j'ai réalloué le cash sur Google. Donc pour l'instant, Amazon a augmenté plus rapidement que Google de 5% à peu près. Mais voilà, j'ai fait donc une réallocation de ma position Amazon sur Google. Donc alors on va continuer ensemble. Il y a toujours le risque qu'un événement majeur de l'image ait été mal évalué. Si cela se produit, l'investissement ne sera probablement pas aussi bon que prévu. C'est-à-dire que effectivement, si vous avez déjà passé pas mal de temps en fait à analyser votre entreprise, que vous l'avez achetée et que effectivement, allez 5 ans plus tard, vous pensez qu'une entreprise est meilleure, bah le truc en fait c'est que cette entreprise, vous commencez à bien la connaître quand même, ça fait 5 ans que vous l'avez en portefeuille, alors que l'entreprise sur laquelle vous avez réalloué le cash parce que vous pensez qu'elle est meilleure, bah vous la connaissez moins, et donc vous avez plus de chances finalement qu'il y a un élément qui vous manque. Et si c'est le cas, si ça se produit comme il le dit, bah ça se passera pas aussi bien que prévu. Donc ça, faut faire très attention. Et donc la conclusion finalement, eh bien avant de vendre cette position donc qui est satisfaisante là en ce moment avec des bons critères pour mettre le cash sur une entreprise encore meilleure, il dit bien que en fait c'est quand même très difficile et que la plupart du temps ça va assez mal se passer sur du long terme. Il faut vraiment éviter de le faire. Voilà, si vraiment vous avez une bonne entreprise, qu'il y en a une meilleure ailleurs, à la limite ce qu'il faut faire c'est essayer de générer du cash avec plutôt vos revenus, votre salaire, etc., pour pouvoir l'allouer. Je pense que c'est la meilleure situation à faire. Et enfin, la troisième raison, c'est si un marché est surévalué. Si vous avez une entreprise avec un PE de 30, 40, 50, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez par exemple du Apple, et je pourrais aller dans les extrêmes, si vous avez un portefeuille du Chipotle par exemple, qu'est-ce qu'on fait de cette entreprise? C'est une entreprise c'est une des meilleures entreprises, j'allais dire. L'une des meilleures entreprises, je pense, voilà, c'est vraiment un truc exceptionnel, du moins dans la restauration, c'est la meilleure. Un PE de 60, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est un PE de 60, c'est un vrai PE de 60, hein, c'est vraiment avec, avec vraiment le bénéfice au maximum, enfin c'est un PE de 60 quoi, c'est vraiment un bon 60 fois les bénéfices. Pareil, si vous avez du Costco, qu'est-ce que vous faites avec du Costco en portefeuille? Enfin,
comment on doit gérer ça? Est-ce qu'on doit revendre, etc. Donc voilà sa réponse. Et d'ailleurs, j'arrive toujours pas à m'y faire ici. La nuit tombe en moins de 10 minutes. C'est toujours, ça fait toujours un peu bizarre. Donc finalement, il vous dit, il y a une autre raison encore plus coûteuse pour laquelle un investisseur ne devrait jamais vendre une situation exceptionnelle, enfin une action exceptionnelle, en raison de la possibilité d'un marché baissier, un marché baissier, donc soit sur le point de se produire. Si l'entreprise a vraiment raison, donc le prochain marché haussier devrait voir l'action atteindre un nouveau sommet. Donc bien évidemment, c'est logique. Et finalement, si vous vendez votre action, c'est uniquement parce que vous pensez que vous allez la racheter plus bas. Si vous vendez du Costco, c'est pas parce que vous pensez que l'entreprise est pourrie, c'est uniquement parce que vous pensez, d'après votre valorisation, que Costco est trop surévalué. Et donc, vous allez essayer finalement de la racheter plus bas. Mais le problème, si vous faites ça, c'est qu'en fait, comment vous savez que Costco est surévalué? Vous pensez que Costco est surévalué parce que son PE est trop élevé. Là, par exemple, on a un PE de combien? On a un PE de 50. Mais ce PE de 50, si la croissance, finalement, dans les années qui vont venir, est plus importante que prévu, l'entreprise ne sera pas surévaluée. Et comment vous le savez que cette croissance, finalement, comment vous avez déterminé, comment vous avez prévu, enfin, comment vous arrivez à vous projeter dans le futur sur la croissance de Costco? En fait, vous ne pouvez pas, donc vous en savez rien. C'est exactement ce qu'il vous dit ici. Il vous dit, tout cela consiste à essayer de mesurer quelque chose avec un degré de précision qui n'est impossible. C'est impossible en fait de déterminer si Costco va augmenter de 10 ou 15% dans les années qui vont venir, on ne peut pas le savoir. Et il y a des personnes qui vont essayer d'aller faire des valorisations par exemple avec des DCF, avec 15 tableaux pour essayer d'avoir ce niveau de précision. Mais ça ne changera rien dans le fait que vous ne pourrez pas savoir avec certitude finalement la croissance de ce bénéfice dans le futur. Donc, l'investisseur ne peut pas déterminer exactement combien, enfin le bénéfice par action que gagnera votre entreprise dans 2 ans. Il peut au mieux en juger à l'intérieur. Donc, en fait, vous pouvez en mieux dire, ok, voilà, ça va être à peu près la même chose, ça va être à peu près en hausse modérée, ou alors ça va être en forte hausse. Par exemple, sur Chipotle, je peux à peu près dire, et sur Visa, que ça va être en une forte hausse. Le bénéfice va vraiment augmenter de manière importante. Sur Costco, je peux me dire que ça va être à peu près une bonne hausse modérée par exemple. Sur Apple, je peux me dire que ça va être une hausse modérée comme ça. Donc voilà, c'est au mieux, c'est ce qu'on peut faire, on peut pas faire mieux en fait. Donc, enfin, on peut pas faire plus, je veux dire. Et il vous dit que la direction de l'entreprise, en fait, elle n'en sait pas plus que vous, et elle peut pas non plus le déterminer. On ne peut pas savoir l'exact finalement bénéfice, l'exacte croissance de votre entreprise dans le futur. Et donc c'est pour ça qu'il vous dit tout simplement, alors ça ne marche pas. Voilà, mais l'ampleur exacte de l'augmentation ou l'année exacte au cours de laquelle elle se produira implique généralement de deviner suffisamment de variables pour rendre les prédictions précises impossibles. Alors, il faudrait que je le fasse en anglais parce que voilà, en gros, il vous dit qu'en fait, pour déterminer la croissance, il va falloir mettre trop de variables dans votre modèle de valorisation et que finalement, ça sera impossible à déterminer. Donc, le mieux que vous pouvez faire, encore une fois, c'est de partir de la base, c'est-à-dire que vous achetez une entreprise qui est exceptionnelle et vous la gardez en fait. Donc, sa conclusion sur la vente d'une entreprise, si elle est surévaluée, elle vaut de l'or, c'est comment peut-on dire avec précision, même modérée, ce qui est surévalué pour une entreprise exceptionnelle avec un taux de croissance exceptionnellement rapide. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise qui est exceptionnelle avec un taux de croissance exceptionnel, comment vous pouvez dire qu'elle est surévaluée en fait? Et donc ils vous disent, ok, supposons qu'au lieu que cette entreprise se négocie à 25 fois les bénéfices, elle se négocie cette fois-ci à 35 fois, d'accord? Eh bien, peut-être qu'il vous dit qu'on va avoir des nouveaux produits immédiatement dont la communauté financière n'a pas encore saisi l'importance économique réelle. Alors, je vais mettre ça ici, comme ça vous pourrez voir. Voilà. Donc, je continue. Si le taux de croissance de votre entreprise est si bon que dans 10 ans, finalement, votre entreprise aura quadruplé, est-ce que c'est si important de savoir si, comme il le dit, est-ce que c'est si préoccupant de savoir si à l'heure actuelle, l'action est surévaluée ou non de 35%? Puisque rappelez-vous, le pire, c'est que vous en êtes même pas sûr qu'elle est surévaluée de 35%. Vous pensez qu'elle est surévaluée de 35% parce que vous pensez que son bénéfice dans le futur sera inférieur à ce qu'il pourrait potentiellement être. Donc, ce qui compte vraiment, c'est de ne pas perturber une position qui aura beaucoup plus de valeur plus tard. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous faites une analyse d'entreprise exceptionnelle et que par exemple vous tombez sur du LVMH qui a une surévaluation de 20%, et bien si vous êtes là pour du très long terme, finalement, si cette entreprise a une capacité de faire du x4 dans les 10 années qui vont venir, mais ça n'a aucune importance qu'elle soit surévaluée aujourd'hui de 20%. Et enfin, la dernière raison de vendre une action, et selon Phil Fisher la plus débile comme il le dit, c'est donc la plus ridicule de tous, c'est que l'action que vous possédez finalement a connu une énorme progression. Par conséquent,
ans, eh bien, vous pensez que parce qu'elle a augmenté, je sais pas, de 50% par exemple en 3 mois, eh bien, c'est mort, elle a épuisé la majeure partie de ce potentiel. Donc, vous allez vous dire, bah, vous devrez tout simplement vendre et acheter quelque chose qui n'a pas encore augmenté. Et donc, il vous dit que les entreprises exceptionnelles, donc le seul type que Phil Fisher, enfin le seul type d'entreprise que Phil Fisher vous conseille d'acheter, eh bien, ne fonctionne pas de cette façon. Et effectivement, que vous ayez acheté Visa, en fait, n'importe en fait, Visa, vous voyez que vous l'ayez acheté ici, 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 aussi, où elle était à chaque fois surévaluée de 20 ou 30%, vous aviez quand même gagné de l'argent. Même chose pour Apple. N'importe quel finalement moment où vous avez acheté du Apple, que ce soit surévalué ou pas surévalué, vous avez gagné de l'argent si vous avez tenu votre position. Pareil sur LVMH, je veux dire, pareil sur Standard & Poor's, bref, pareil sur toutes les entreprises exceptionnelles. Donc c'est vraiment une raison qui n'est pas du tout valable. Et finalement, en conclusion, je vais vous remettre ici. Donc finalement, selon Phil Fisher, les seuls moments où vous devez vous séparer d'une action, c'est si, premièrement, comme on l'a vu, eh bien, vous avez fait une erreur, vous êtes trompé sur votre thèse de départ. Et alors là, c'est très important de mettre de côté votre ego et de prendre tout de suite votre perte pour pouvoir réallouer le plus vite possible finalement ce capital sur tout simplement sur un meilleur placement. Deuxièmement, on a vu également eh bien, que si jamais l'entreprise, voilà, quelque chose a changé, le management a changé, etc., quelque chose a changé en interne qui fait que effectivement, voilà, elle ne correspond plus à vos critères. Pareil, vous sortez, mais par contre, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de vendre votre entreprise parce qu'elle a trop augmenté, parce qu'elle a un peu, comme il le dit, de 35 au lieu d'avoir un peu de 25. Non, ça, c'est pas bon. Voilà, dans ce cas-là, il faut quand même rester dans votre entreprise, puisque, encore une fois, comme il l'a dit, vous n'avez pas d'indices qui vous permettent de savoir exactement le bénéfice futur de votre entreprise. Donc, eh bien, vous allez faire que des hypothèses. Vous allez vous dire, ok, le bénéfice sera inférieur, donc elle est surévaluée. Mais ça, en réalité, vous n'en savez rien. Et toujours, souvenez-vous que les business exceptionnels, les entreprises exceptionnelles vous surprendront toujours positivement. Si je dis pas de bêtises, c'est à vérifier, mais je crois que Visa n'a jamais déçu, c'est-à-dire qu'à chaque publication de rapport, on bat le consensus. Donc pareil pour Adobe, c'est la même chose, c'est des entreprises vraiment à chaque fois que les rapports tombent, eh bien on gagne plus d'argent, plus d'argent, je veux dire, on bat le consensus des analystes, je veux dire. Donc effectivement, les analystes, rappelez-vous, eux, ils font des analyses, ils vous disent, d'accord, votre entreprise, le earning per share va augmenter de X, mais chaque trimestre, à chaque fois, il y a marqué Visa et Adobe ont battu le consensus, donc ont battu finalement les analyses des analystes. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est surévalué parce que parce que les analystes vous disent que ça va augmenter que de 10% leur ligne per share, mais en fait non, on arrive et hop, on a envoyé du plus 13% de croissance, donc l'action elle reprend 5%. En fait, c'est ce qui se passe tout le temps. Et enfin, là où c'est possiblement, voilà, vous pouvez possiblement vendre, c'est si vous avez vraiment énormément de compétences et que voilà, vous êtes sur une entreprise comme Costco et vous dites ok, je prends mes bénéfices pour le réallouer sur une entreprise comme Visa par exemple, mais laquelle des deux est meilleure, ça va être vraiment très très compliqué à définir. Et voilà, il vous dit bien qu'il faut y aller avec précaution et qu'il faut éviter quoi, faut éviter. Et enfin, si vous êtes sur une entreprise qui, comme le dit, a atteint sa taille maximale, qui va donc croître, et bien finalement taux de croissance de l'économie, il est préférable tout simplement de la vendre pour acheter le S&P 500. Ça sera pareil avec moins de risques. Donc là, mais là-dessus, encore une fois, rappelez-vous, vous avez le temps. Vraiment, prenez votre temps, analysez la situation. Voilà, faites ça tranquille. Et effectivement, dès que vous avez une meilleure opportunité, bim, vous prenez vos bénéfices et vous revendez. Donc je pense que c'est à peu près tout. Je vais vous laisser là-dessus. Merci et bonne soirée.